Vendredi 27 octobre 2023, la librairie Ombre Blanche recevait Fabrice Chillet, écrivain et journaliste, lors d'une rencontre autour de la parution de son roman aux éditions Bouclard, N'ajoutez rien. Bonne écoute. Bon, merci, bonsoir. Merci d'être là. Je suis vraiment très très content ce soir moi, de recevoir Fabrice Chillet parce que son roman précédent qui s'appelle Pirate nous avait été mis dans les mains par cette jeune maison d'édition qui s'appelle Bouclard. Et c'était un livre avec toute l'équipe en littérature qui nous avait énormément plu, qui jouait sur la figure assez mystérieuse d'un aventurier, d'un marin aventurier. Et puis voilà, on s'était régalé de ce livre-là. Et puis, fin du printemps, début du printemps, les éditions Bouclard nous ont appelés en disant « Ah, on a un nouveau livre de Fabrice Chillet. » On se frotte les mains. Alors, dans cette collection qui s'appelle Tout est vrai ou presque, et cette nouvelle enquête, cette nouvelle aventure, alors là, pour le coup, beaucoup plus littéraire que Pirate, celle de ce livre de Christian Costa qui s'appelle L'été deux fois, que le narrateur du livre, imagine-vous. Pas tout à fait, mais d'accord, presque. Bon, c'est un livre, vous verrez, on va voir, c'est un livre plein de choses trappes. Bon, mais le narrateur du livre trouve ce livre de Christian Costa, L'été deux fois, publié chez Minuit en 1989, dans une boîte à livres du côté de la Normandie. S'installe dans un bistrot pour commencer la lecture et pas très vite passionné par le livre, se lève pour aller aux toilettes et quand il revient à sa table, ce livre lui a été volé. Bon. Donc l'enquête commence comme ça. Le narrateur va voir son libraire qui lui dit non, ce livre est épuisé. Ah, mais qu'est-ce qu'il a écrit d'autre? Rien. Bon, on cherche un peu sur Internet, on ne trouve rien. Bon, voilà. Et rapidement, l'enquête révèle que un certain Guillaume Daban est tombé des années avant le début du roman, du livre, est tombé éperdument amoureux de ce livre-là. C'est vraiment le livre qu'il aurait aimé écrire s'il en avait écrit un. Et il a entrepris de faire un véritable rapt de tous les exemplaires qui peuvent traîner en France, y compris récupérer tous les livres des éditions de Minuit et tout ça. Donc, il devient le seul pourvoyeur de ce livre-là. Enfin, ce livre-là n'existe que parce que Guillaume Daban le met à disposition. Et le narrateur, voilà, entreprend d'aller au bout de cette recherche-là, rencontrer Guillaume Daban et de voir un petit peu qu'est-ce qui tourne autour de tout ça et de comprendre ce personnage de Guillaume Daban, cette espèce alors, est-ce que c'est un fou littéraire? Est-ce que c'est un véritable passionné? C'est aussi des éléments que soulève ce livre-là. Il y a, en toile de fond, il y a cette espèce de folie qui peut nous prendre quand on aime un livre, de l'aimer au point. Alors, moi, ça m'est complètement étranger, puisque moi, quand j'aime un livre, je veux le faire partager. Mais lui, on a l'impression que c'est l'inverse, quoi. En fait, il aime tellement ce livre-là qu'il veut le garder complètement pour lui. Oui, en gros, il veut le faire partager, mais le fait d'en devenir l'unique propriétaire lui permet de sélectionner les lecteurs. En fait, ce qu'il ne souhaite pas, c'est que ce livre tombe entre les mains de personnes qui ne le méritent pas. Donc c'est un orgueil démesuré qui le pousse à agir ainsi, mais avec des critères de sélection qui sont assez intéressants, parce qu'en fait, il faut que les lecteurs aiment Costa autant que lui. S'ils l'aiment moins, ils ne sont pas méritants, et donc ça ne vaut pas la peine de le renvoyer. Mais s'ils l'aiment plus que lui, c'est pas bien non plus. Donc il est à la fois l'unique propriétaire dépositaire de l'objet, livre, mais il est aussi en même temps l'unique dépositaire du chef-d'œuvre, d'un chef-d'œuvre inconnu. En gros, c'est comme s'il avait organisé, mis en scène la disparition de ce livre pour mieux distiller ensuite sa réapparition à des personnes qu'il a lui-même choisies et sélectionnées. Il a créé en gros une sorte de cabale avec un système de cooptation dont il est le seul maître et qu'il
qu'il organise à sa guise pour vous raconter une partie de l'histoire qui n'est pas présente dans le texte. Moi-même, j'étais à Trouville lors d'un salon littéraire et où je m'ennuyais beaucoup. Voilà. Et donc, on est allé boire des bières avec un auteur qui s'appelle Victor Pouchet. C'est un auteur qui a publié chez Finitude notamment un ouvrage qui avait bien marché qui s'appelait « Pourquoi les oiseaux meurent » et qui a republié récemment un recueil de poésie chez Grasset. Et donc, il m'a parlé pour la première fois de ce livre, L'été de Foix de Costa. Donc, on en parle pendant 20, 30 minutes, une heure peut-être. Et à la fin, je lui dis, bon, bah, super, tu m'as convaincu, je vais aussitôt aller acheter ce livre. Il dit, ah, non, tu ne peux pas l'acheter, c'est pas possible. Je te remercie de m'avoir donné autant envie de le lire pour me dire à la fin que je ne peux pas l'avoir. Je lui ai proposé, bah, tu n'as qu'à me le prêter. Ah non, je ne te le prête pas non plus. Je dis, bon, ça commence à devenir compliqué. Et il m'a dit, non, si tu veux devenir propriétaire de ce livre, le seul moyen, c'est de contacter l'unique propriétaire, qui est Guillaume Daban, à qui j'ai adressé un courrier et qui m'a fait parvenir le premier exemplaire de cet ouvrage. Voilà. Donc l'histoire, elle a commencé comme ça, par la découverte inattendue de l'existence à la fois d'un livre qui semblait assez intéressant, d'une grande qualité littéraire, totalement méconnu et totalement inaccessible. J'ai lu le livre, je l'ai aimé, et puis je me suis endormi dessus pendant 2 ans, jusqu'à ce qu'à un moment, je me dise que il y avait peut-être quelque chose, il y avait peut-être un élément qui pouvait servir de base à un roman. Là, pour le coup, alors pas purement fictionnel, on va dire que c'est une coque de fiction qui contient des éléments du réel, mais je me suis dit que dans cette histoire, il y avait tous les éléments suffisants pour concevoir un roman d'investigation qui pioche dans plein de ressources du roman, que ce soit le roman policier, que ce soit le roman littéraire, que ce soit même quasiment un roman, une histoire d'amour entre 2 personnes, pour imaginer et réaliser ce texte. Ah oui, déjà vous éclairez énormément parce que au départ, idéalement, ma première question c'était d'évoquer ce paradoxe qu'il y a dans le livre et ce flou qui est entretenu. Ce roman est une enquête, ou plutôt cette enquête est un roman. Enfin, je veux dire, on sait effectivement. Je suis un lecteur extrêmement naïf en définitive, parce que j'ai remis en cause beaucoup de choses dans ce livre, mais pas le fait que vous l'ayez trouvé dans une boîte à livres. Il fallait, en fait, il y a un système qui est très classique en littérature et qui a été beaucoup développé en particulier par Hitchcock. C'est le fameux MacGuffin, c'est-à-dire créer le vide, créer le manque, la perte. Je suis parti d'un ressort dramatique, un ressort dramaturgique, un ressort narratologique hyper classique. Le fait de perdre cet ouvrage, d'être tombé dessus tout à fait par hasard, de le perdre et ensuite de courir derrière. Ce qui n'est pas du tout fictionnel, c'est que j'ai fait comme si je n'avais pas ce livre. Ouais. Et que, en gros, j'ai commencé par raconter l'histoire comme si, effectivement, on m'avait volé ce livre. Et il a fallu que je cours derrière Daban, il a fallu que je le rencontre. Alors après, encore une fois, ce livre, le titre de la collection, il est assez éloquent, c'est « Tout est vrai ou presque ». Donc il y a plein de choses qui sont vraies et il y a beaucoup de choses qui sont fausses. Et ce qui est vrai, c'est que le texte existe. Ce qui est vrai, c'est que Daban existe. Après, le reste, il y a beaucoup de choses qui sont fausses. Alors, je résiste pas au fait de lire la petite citation de Jules Verne au début. Cette histoire n'est pas fantastique, elle n'est que romanesque. Faut-il en conclure qu'elle ne soit pas vraie? Étant donné son invraisemblance, ce serait une erreur. Alors moi, j'aime bien l'idée parce que, en fait, il y avait une partie de mes questions qui concernait les sources littéraires, culturelles, cinématographiques qu'il y a dans le livre, parce que je trouve qu'il y a une grande richesse, et quand on relit attentivement le livre, effectivement, ça nous ouvre plein de perspectives. Alors, on va peut-être commencer directement par Pérec, puisque Pérec, si vous vous souvenez bien, ouvre aussi la vie mode d'emploi Enfin, Jules Verne ouvre la vie mode d'emploi de Pérec, regarde de tous tes yeux. Et cette idée alors du puzzle. Est-ce que vous avez construit le livre volontaire? Oui, en fait, oui, comme un puzzle. Mais alors pourquoi? En quoi la figure du puzzle vous intéresse? Après, il y a plein de références à Pérec qui sont liées aussi même à des titres d'ouvrages. Il y a La disparition.
Donc, il a réussi à faire un roman sans la lettre E, et puis ensuite il a écrit Les Revenantes. Et il y avait quelque chose d'intéressant là-dessus, sur ce texte qui est bâti aussi sur cet équilibre d'un texte disparu qui réapparaît, et comment le narrateur aborde ces différentes étapes. Il y a toute la phase d'investigation où le livre n'existe pas, et dès lors que le livre n'existe pas, il y a toute la dimension du fantasme qui se reporte sur l'objet, sur le livre lui-même. Et dès lors que le livre apparaît, eh ben, la frustration du narrateur s'exprime, c'est-à-dire que bon, maintenant il a le bouquin, bon, alors qu'est-ce que je vais faire? Je vais fantasmer sur Daban. Je vais fantasmer sur celui qui en est devenu le propriétaire. Je vais fantasmer sur les raisons, sur le pourquoi, sur le comment. D'autant que si je pousse le fantasme jusqu'au bout, je peux me demander si c'est pas Daban qui a écrit L'été deux fois. Je peux me demander si Costa en soi est un personnage qui a véritablement existé. Donc voilà, il y a des références à Pérec là-dessus. L'autre référence péréquienne, enfin il y en a d'autres, mais celle que je peux évoquer, c'est celle aussi d'un homme qui dort. Parce que celle d'un homme qui dort, c'est en lien avec la personnalité du narrateur, qui est un personnage, donc, qui est un nègre, une plume. Les Anglais appellent ça un ghostwriter, donc quelqu'un qui est à la fois présent et qui n'est pas présent. Quelqu'un qui est présent par ses écrits, mais qui est totalement absent par sa signature, et qui s'impose une forme de neutralité dans son rapport au monde. Et le narrateur, dans sa solitude et dans ses rapports humains, a tendance un peu à plagier ou à se confondre quelquefois avec cette tentation de la neutralité, qui est aussi un péché d'orgueil, d'être présent partout et de n'apparaître jamais. Donc là aussi, il y a une référence péréquienne. Et puis, comme vous le disiez, sur la construction en puzzle, oui, c'est une construction en puzzle. C'est un ouvrage c'est un texte qui se construit sur la mise en abîme, sur de nombreuses relations en miroir, parce qu'il y a un moment pour le personnage, pour le narrateur, au fil des conversations, au fil des rencontres avec Daban, la tentation de se confondre avec ce personnage, d'avoir trouvé son alter ego. Et jusqu'à se dire qu'il est en mesure d'accomplir ce que Daban n'a pas pu accomplir, puisque Daban avait des velléités d'écrire quand il était jeune. Ce qui lui a cassé les jambes, c'est d'être tombé sur ce texte en se disant que c'était le texte qu'il avait voulu écrire, et que dès lors que ce texte était écrit, il n'avait plus besoin de l'écrire. L'autre étape pour lui était de se dire, bon, maintenant que ce texte est écrit et que c'est le texte que j'avais écrit, peut-être que je pourrais dire que c'est moi qui l'ai écrit. Donc une forme d'accaparement, de récupération. Et pour le narrateur, une tentation de se dire que là où Daban a échoué, il serait peut-être en mesure de réussir. J'aurais juste sur Pérec, cette citation de l'homme qui dort, j'aimerais bien qu'on la dise, c'est où là. Dans Un homme qui dort de Pérec, il avait relevé la phrase qui résonnait en moi depuis des années, donc qui résonnait en moi, c'est le narrateur qui parle. Ce mantra, un autre, un sosie, un double fantomatique et méticuleux, fait peut-être à ta place, un à un, les gestes que tu ne fais plus. Il se lève, se lave, se rase, se vêt, s'en va. Cet autre, je le convoque si souvent dans mes solitudes, mes reculs, mes retraites. Alors là, c'est l'autre aspect du puzzle. Non, parce qu'il y a une autre forme. C'est cette façon qu'il y a, alors maintenant, qui est beaucoup plus claire pour moi, on en parlait ce matin, mais de travailler le trouble et le flou entre le narrateur et Daban, parce qu'il y a des moments où effectivement on se demande qui est qui. Oui, c'est une intrication. Ouais. En fait, il y a un tel jeu de miroir qu'à la fin, le narrateur singe, mime Daban, parle comme lui, s'attribue des références qui sont celles de Daban, même si au début elles semblent naturelles, parce que lors des premières rencontres avec Daban, ils sentent des affinités électives. Ils ont été à Paris ensemble, ils ont été à la Sorbonne ensemble, ils avaient les mêmes références, les mêmes déambulations dans Paris, les mêmes lectures, les mêmes films qu'ils sont allés voir. Ils ont tous les deux quasiment le même âge. Mais le narrateur se dit qu'il y a chez Daban, encore une fois, une forme d'inaboutissement. Et que lui, le narrateur, est en mesure peut-être d'ajouter quelque chose. Alors, la dernière phrase du texte de Costa, L'été deux fois, c'est « n'ajoutez rien ». Et cette dernière phrase est celle qui m'a permis de donner un titre à mon texte. Ouais.
La notion d'ajout est quelque chose qui est quand même assez essentiel dans la littérature. On se demande toujours pourquoi on écrit un texte supplémentaire alors que tout a été dit. Qu'est-ce qui justifie qu'on continue d'écrire des choses alors qu'on se rend compte la plupart du temps que le texte a déjà été écrit d'une manière différente. C'est quoi cette velléité, c'est quoi cet orgueil de l'auteur de systématiquement faire passer son désir d'écrire? À qui est-ce qu'il s'adresse? Est-ce qu'il s'adresse à lui? Est-ce qu'il accomplit, il accomplit là un orgueil d'auteur de dire voilà, moi aussi j'ai quelque chose à dire, moi aussi j'ai quelque chose à écrire? Est-ce que tout ça est vain ou est-ce que tout ça a un sens? D'Aban à trancher, le narrateur, lui, se dit que c'est pas si simple et qu'il a peut-être quelque chose à faire du côté de l'écriture. Mais c'est une relation de rivalité aussi. C'est une relation de rivalité avec Daban, parce qu'il a l'impression, face à Daban, d'être face à un échec de lecteur et un échec d'auteur. Et lui se dit qu'il passe après, que tout est consommé pour Daban, mais que sur ses cendres, sur ses gravats, il est en mesure peut-être de bâtir quelque chose de prestigieux. Oui. C'est compliqué. Hein. Oui, non, mais parce que mais du coup, effectivement, de plus en plus émerge. Mais le roman est plus simple que ça, en fait, parce qu'en gros, quand on commence à creuser, en fait, je me suis rendu compte de ce que j'avais écrit, pour être tout à fait honnête, quand j'ai fini le texte, parce que en fait, pour être un peu plus, pour dévoiler 2-3 choses, en fait, je suis journaliste de formation, donc mon principe, c'est d'interviewer des gens et de raconter des histoires, en gros, de raconter leur histoire ou de raconter des histoires à partir de ce qu'ils m'ont raconté. Donc j'ai conçu toutes les rencontres avec Daban sur le mode de l'interview. J'arrivais avec mes questions, je progressais, je construisais, j'imaginais des pièges, j'essayais de lui faire dire ce qu'il ne voulait pas me dire, etc. Et c'est vraiment à partir de ça que j'ai construit le texte. Et le texte s'est écrit d'une manière quasiment linéaire et chronologique au fil des rencontres avec Daban. Je faisais vraiment un travail de journaliste, je rentrais des rencontres avec Daban. Mais voilà, qui sont réelles là pour le coup. Qui sont réelles, qui sont super réelles, voilà. Mais alors j'avais institué, comme Daban est foncièrement fétichiste, il est associé à plein de détails. J'avais choisi un seul lieu, c'était toujours un samedi matin, toujours à la même heure, toujours à la même table. Etc. Il y avait tout un protocole, toute une mise en scène qui lui allait bien parce que ça correspondait avec le personnage. Mais moi, à partir de ça, je rentrais chez moi et je passais une semaine à reprendre toutes mes notes et à partir de là, à concevoir. Mais en fait, tout était déjà écrit. J'avais l'impression de ne faire que dérouler une pelote qui était déjà conçue, d'ajouter des éléments fictionnels pour concevoir un roman, de faire mon travail d'auteur, entre guillemets. Mais c'est quand j'ai vraiment fini ce texte que je me suis rendu compte que il y avait toutes ces problématiques de mise en abîme, de jeu de miroir, de réflexivité, etc. Mais je n'en avais pas forcément conscience au moment où je le vivais. Et à la fin, je me suis dit, mais en fait, tout ça tient en place. Et si ça tient en place, c'est pas simplement de mon fait, c'est parce que Daban, lui, a tout construit dans sa tête pendant 30 ans. Et que ce que mon texte révèle, c'est davantage la mécanique quasiment spirituelle, parce que c'est une relation d'adoration avec ce texte, spirituel et intellectuel d'un type qui a voué sa vie à un seul auteur et à un seul texte pendant 30 ans. Moi, je me suis greffé dessus et je n'ai fait que révéler finalement des mécanismes que lui a construits, entretenus, développés, enrichis pendant 30 années. Il y a un moment où vous dites de deux choses l'une, soit ce personnage-là est une énigme, soit il est d'une simplicité confondante. Alors, par rapport à Daban, c'est un personnage qui m'a posé des problèmes. C'est-à-dire qu'au fil des 2 lectures, qui sont séparées de plusieurs mois, je n'ai pas la même approche du personnage du tout. C'est-à-dire, je l'ai vraiment détesté la première fois. J'ai vu une figure d'un personnage très dandy qui collait à cette imagerie des films de la Nouvelle Vague, des Parisiens, des films de la Nouvelle Vague de... Comment s'appelle cet acteur Jean-Pierre Léaud. De Jean-Pierre Léaud, voilà. Avec ce côté aussi un petit peu haïssable et méprisant et hautain. Et à la deuxième lecture, j'ai beaucoup plus vu les fragilités et la détresse finalement qu'il y avait chez ce garçon-là. De quand même pas y être arrivé à l'avoir écrit, ce livre. Ah oui, non, et pour lui, c'est un échec.
Bah, c'est un crève-tête, et puis c'est un échec qui le marque très tôt. Il a 20 ans, il est à Paris, il est passé par les classes prépa, par les grands lycées parisiens, il rentre à la Sorbonne, il vit dans les beaux quartiers. Enfin, il a toute la panoplie parfaite du germano-pratin, quoi. Il a du réseau, il croise Modiano, enfin, bref. Il est tellement archétypal qu'on arrive à le confondre avec une caricature. Et il croise ce texte, et c'est le début du drame, quoi. Il faut imaginer quelqu'un qui rencontre le texte qu'il a voulu écrire et qui ne pourra jamais aller plus loin. Et alors, comment il transforme cet échec en réussite? C'est ça, en fait, l'histoire de sa vie. Comment est-ce que, à partir de cet échec notoire, qui fait que je ne serai jamais écrivain, je peux construire ma vie ou faire quelque chose? Et donc, à partir de là, encore une fois, il s'accapare le texte, il en fait un objet, il a organisé des expositions, il l'a enfermé dans des cubes en plexiglas, il a inventé le maître Costa, il a commencé par racheter les 1800 exemplaires aux éditions de Minuit pour être le seul dépositaire, et après, il l'a transformé en objet de désir, il l'a transformé en objet artistique. Voilà. Donc en soi, c'est un personnage qui, effectivement, est très ambivalent. Et le narrateur passe par toutes ces étapes aussi. Oui, c'est ça. Il l'appréhende d'abord comme un personnage complexe devant lequel il est intimidé, et puis au fil des conversations, il se rend compte de la détresse de ce personnage, jusqu'à ce que Daban, peut-être qu'on en parlera plus tard, devienne finalement un personnage comme un autre, foncièrement humain, avec ses aspects positifs et négatifs. Il faut se rappeler de la poétique d'Aristote. Dans la poétique d'Aristote de la tragédie, Aristote nous donne le mode d'emploi de la conception d'un bon personnage, même s'il applique que la tragédie. Mais Aristote dit que voilà, au-delà des péripéties et des reconnaissances, il faut concevoir un personnage tragique comme étant ni tout à fait mauvais, ni tout à fait bon. Et ce que j'ai voulu faire, en tout cas ce que j'ai essayé d'éviter, c'est de justement limiter la personnalité de Daban à celle d'une caricature. Parce qu'un germano-pratin parmi tous les germano-pratins, encore une fois, il y a des exemples par millions dans la littérature et au cinéma. Et ça aurait réduit le texte à pas grand-chose finalement, parce qu'une fois qu'on en restait à cette caricature, bah voilà, on faisait 20 pages, c'était un billet, à la rigueur une nouvelle, mais pas un roman. Et en révélant la complexité de Daban, en faisant justement un personnage avec ses failles, avec ses côtés attachants et ses côtés agaçants, eh ben, le personnage se révèle beaucoup plus complexe, à la fois en tant qu'être humain, mais aussi dans sa relation à la littérature et dans relation à ce personnage qui est le narrateur et qui rencontre et qui se dit, mais alors voilà, j'ai trouvé aussi, parce que Daban aussi est un manipulateur, il se dit, j'ai trouvé la bonne personne pour écrire le roman de ma vie, parce que c'est ça aussi. C'est-à-dire que il y a eu Costa, il y a eu la possibilité pour moi d'accaparer ce texte, mais personne ne le sait finalement. Et là, il y a un type qui m'appelle et qui me dit qu'il veut écrire un texte sur Costa. Mais finalement, il va écrire un texte sur moi. Oui. Et donc, je devenais, enfin, le narrateur et moi aussi, dans une certaine mesure, je devenais le dépositaire de son secret. Il était temps pour lui de raconter son histoire, qu'elle soit connue, sue, dans toutes ses nuances et dans toute sa complexité. Et donc, je devenais aussi un jouet de Daban à ce moment-là. Oui, c'est ça, parce que du coup, vous êtes même une proie, finalement, dans une espèce de... Alors, proie, c'est peut-être un peu exagéré, parce qu'au final, j'aurais pu claquer la porte et lui dire voilà. Et puis en plus, le livre, il était écrit, il n'était pas forcément publié, c'est-à-dire que c'était pas non plus une commande. Donc quand on écrit, on ne sait jamais jusqu'où ça va aller et si le texte va être publié. Mais il m'a fait totalement confiance. Il n'y avait pas d'interrogatoire étape par étape. Je savais qu'il y avait un enjeu majeur lors de la première rencontre parce que je pouvais passer à l'as du début. Voilà. À la fin de la rencontre, il aurait pu me dire écoutez, on en reste là et puis on ne se revoit pas. Donc à chaque fois, il fallait tout remettre en question. Et j'ai eu la chance que, en fait, il ait eu envie de parler avec moi jusqu'à la fin. Mais il avait des choses à dire, ça c'est certain. Il avait des choses à dire. Donc j'ai pris ce qu'il avait à dire et puis j'ai mis aussi tout ce qu'il n'avait pas à dire. Et bon, à la fin, il était pas. En tout cas, il ne s'est pas opposé à la publication du texte. Il l'a lu, oui. Il l'a lu, mais il ne l'a pas demandé. C'est-à-dire qu'en gros, j'aurais pu très bien le présenter à l'éditeur sans lui faire lire. Il n'a jamais rien demandé. Il n'a pas demandé de relecture ni de validation, si on parle un langage politique. Mais moi, je souhaitais qu'il le lise pour pas qu'il y ait
pour pas qu'il y ait de problématiques après, pour pas qu'il y ait d'incompréhension. Voilà. Puis à la fin de notre relation, il y avait quand même quelque chose qui était plus de l'ordre de l'amitié que de l'ordre de la simple interview. Donc j'avais pas non plus envie de le blesser, de heurter sa sensibilité avec des choses que j'aurais pu révéler et qu'il aurait souhaité demeurer caché. Donc il l'a lu. Il l'a lu et il n'y a eu aucune remarque, aucune correction. 2-3 trucs de détails, quelques dates, mais rien sur le fond. Dès lors que j'avais son accord, ensuite je suis passé à la phase suivante de présentation du texte aux éditeurs. Et voilà, le texte a existé. Et il le porte, il le supporte, il l'encourage, il est derrière. Je sais qu'il est. Et puis bon, après on en parlera, mais ce texte n'a pas été qu'un texte, il est à l'origine de la suite de l'histoire de Dabon avec Costa. Il y a un moment où vous écrivez, alors il y a toujours ce flou qui est entretenu. Enfin, il y a toujours une espèce de glissement entre entre le narrateur et Daban. Même à la fin, il y a un passage qui devient très ambigu, c'est quand Daban évoque la manière dont il a séduit sa compagne et la manière dont le narrateur n'a pas réussi à séduire celle qu'il appelle Catherine. Et il y a un moment où, à la première lecture, j'avais interverti, en fait. C'est fait exprès, ça ouais. Alors, ça me va. En fait, c'est vraiment une confusion. Tous les personnages se confondent. Il faut voir la dédicace. La dédicace, je ne sais pas si vous l'avez vu, la dédicace. Le texte de... Non, la dédicace à qui oui. Oui, à Catherine Leger. Je ne sais pas si vous connaissez Catherine Leger. Catherine Leger, c'est le héros d'un film. C'est le héros de La Discrète, le film de Christian Vincent. Sûr. Et donc c'est ce personnage qui est manipulé par Lucchini et puis par Garel, qui est une espèce de personnage, voilà, qui a décidé de se venger des femmes à travers Lucchini, un peu dans une veine sadienne. En tout cas, il y a cette histoire de manipulation et puis la vérité révélée où finalement Lucchini tombe de haut parce qu'il se rend compte que lui a choisi et que la vérité, voilà, il y a deux mondes entre la littérature et la réalité. Et donc le roman est dédicacé à Catherine Leger. Et en fait, ça veut dire quelque chose parce qu'en gros, Catherine Leger, c'est un personnage de fiction. Et en même temps, ça devient un personnage réel dans le livre. En gros, on oscille en permanence là-dedans. Mais le film de Christian Vincent, quand il est sorti, La Discrète, c'était un film très germano-pratin qui se passait, voilà, on est du côté de la rue de Tournon, en descendant de l'Odéon, entre Saint-Sulpice et Saint-Sulpice, le café de la mairie, c'est là où Pérec a écrit Tentative d'épuisement d'un lieu parisien. En fait, voilà, il y en a des trucs, il y en a comme ça un peu partout. Et c'est comme ça que j'ai voulu concevoir, s'il y a une référence péréquienne, c'est ça aussi. C'est-à-dire qu'en gros, il y a des indices qui sont identifiables ou non identifiables. Si on ne les identifie pas, ça ne gâte pas la lecture. Et si on l'identifie, on a l'impression d'être un initié. Puisque le nom du bar. Et donc on a l'impression d'être dans cette forme de cooptation aussi de la mécanique un peu kabbalistique de l'auteur qui sème des indices et qui sélectionne les lecteurs entre ceux qui vont être en mesure d'identifier les pistes et ceux qui vont passer à côté. Il y a un moment, là, alors toujours dans cette espèce de flou, Guillaume Daban dit au narrateur quelque chose sur une figure d'un personnage qu'il a... un camarade qu'il a connu à Louis le Grand. Et puis la citation de Daban se termine et le narrateur ajoute « Encore un loser magnifique, une lumière noire qui nous aveugle sans nous éblouir ». Là, typiquement, le flou, il est là. C'est-à-dire que le « encore un loser magnifique », de qui parle-t-on en définitive ? On parle des mêmes personnes, on parle de tous ceux qu'on a croisés. Moi, j'étais aussi en classe prépa. Tous ces gens hyper brillants, mais qui étaient trop brillants et qui se sont plantés à l'agrégation ou qui ont flambé en Cagne. On en a connu des comme ça. On se disait, c'est eux qui vont l'avoir. Moi, j'en ai connu en prépa d'agrég. Il y en avait quelques-uns comme ça on se disait qu'ils allaient passer haut la main et qui se plantaient au concours parce qu'ils n'avaient pas le format. Et c'est pourtant les plus brillants. Je ne dis pas que les gens qui ont la grecque ne sont pas brillants. Je dis juste qu'il y en a quelques-uns qui passent entre les gouttes et que le filtre n'est pas forcément toujours le meilleur. Et pour le narrateur, c'est une relation de fascination. En se disant, voilà, parce que le narrateur est un loser. Hein. Mais c'est ça, c'est une histoire de loser magnifique. C'est une histoire de loser, c'est-à-dire que, là, pour le coup, c'est pas loin de moi. Mais bon, les classes prépa, les grandes écoles, etc. Et puis l'agrégation est tout planté. Ma thèse qui est complètement foirée. Et qui a une grosse référence avec le Najoutérien, mais après, si la question se pose, j'y répondrai, parce que Najoutérien, c'est quelque chose qui est foncièrement, je vais vous le dire quand même, pourquoi j'ai été frappé par Najoutérien. Ouais.
Donc moi, en fait, quand j'ai fait ma thèse, je faisais une thèse, je suis médiéviste de formation, et j'ai fait ma thèse sur la construction du sens du Graal dans la Vulgate arthurienne. Les titres de thèse ont toujours c'est toujours une catastrophe. C'est comme les chevaliers de l'an 1000 au lac de Paladru, hein, dans le film de René, avec On connaît la chanson. Et donc, en gros, la construction du sens du Graal, c'est le fait qu'à un moment, il y a des auteurs qui apparaissent, avec Chrétien de Troyes en 189, c'est lui qui fait rentrer le Graal dans la littérature. Et puis ensuite, il y a une construction politique qui est liée au Concile de Latran en 1215 avec Innocent III, où il décide de récupérer toute cette matière un petit peu païenne et d'en faire quelque chose de très institutionnel, très politique, très catholique. C'est en 1215 qu'on institue, par exemple, l'Eucharistie, avec ceci est mon corps, ceci est mon sang. Avant, ça n'existe pas. Mais il faut récupérer toute cette matière-là. Et bon, donc je travaillais beaucoup. À l'époque, il n'y avait pas Tolbiac, et puis il n'y avait pas Internet. Donc je voyageais beaucoup entre l'Angleterre, l'Allemagne, les copistes, les palimpsestes, etc. Et il y avait beaucoup de références, notamment à l'évangile à l'Apocalypse de Saint Jean. Et à la fin de l'Apocalypse de Saint Jean, il y a cette phrase qui est « Quiconque ajoutera quelque chose à ce texte sera un des premiers à être frappé par... » Et ajouté, en latin, c'est « auge ». Je suis latiniste aussi. J'ai rien fait de ma vie. En latin, ajouter, c'est augeo, auges, augere, auxi, auctum, pour les latinistes au supin, et auctum, ça donnait auteur. L'auteur, par définition, c'est celui qui ajoute quelque chose, qui a l'orgueil d'ajouter quelque chose au texte définitif, qui est celui de la Bible, celui qui a été donné par Dieu, enfin qui a été dicté par Dieu, parce que Moïse a pété les plaques quand même au départ, donc comme il n'était pas capable de recevoir le texte, il a fallu qu'on lui dicte pour qu'il arrive à le supporter. Donc voilà, ça vient de là, n'ajoutez rien. Alors j'ai pas vu Costa, je vais le voir bientôt, parce que je ne l'ai pas encore rencontré en vrai. Je vais le voir bientôt à Paris, je vais lui poser la question. Mais n'ajoutez rien, c'est fondamentalement quelque chose qui est lié au travail d'écriture et à la notion d'auteur. L'auteur, par définition, c'est celui qui a suffisamment d'orgueil pour écrire. Il y a une phrase dans le texte où Daban dit que, il cite un auteur qui dit que voilà, ceux qui écrivent sont ceux qui n'ont pas suffisamment de tempérament pour s'empêcher d'écrire. Normalement, on devrait tous se retenir d'écrire parce qu'on n'a pas grand-chose à ajouter, et celui qui écrit, c'est celui qui n'a pas suffisamment de tempérament pour s'empêcher de le faire. Donc il y a aussi toute cette réflexion dans ce livre, en filigrane. Après, on passe dessus, c'est pas très grave, parce que ça reste un roman qui se lit du début jusqu'à la fin, avec une trame narrative assez classique finalement. Mais il y a aussi toutes ces interrogations sur ce que c'est qu'un auteur aujourd'hui. Comment on écrit, comment on construit, comment on conçoit, qu'est-ce que c'est que l'écriture, sur quoi est-ce qu'on part, est-ce que c'est des mécaniques universelles, est-ce que c'est des choses qu'on ne cesse d'adapter en permanence. C'est un roman du vide aussi. Et c'est un roman de la velléité. Le nombre de personnes qui se mettent, et moi le premier, qui se mettent à commencer à écrire et qui ne finissent pas, s'il y avait autant d'œuvres publiées qu'il y a de gens qui commencent à écrire des textes, il faudrait qu'Ombre Blanche rajoute quelques centaines de mètres carrés pour accueillir tous ces livres. Et le texte de Costa, L'été de foi, est le roman d'un velléitaire. Quelqu'un qui ne cesse de commencer, d'entamer des choses et qui ne va jamais au bout. C'est aussi le roman de tous ces romanciers qui ne vont pas au bout et qui s'en tiennent à des idées, qui s'en tiennent à des intuitions, qui s'en tiennent à quelques pages et qui ne vont pas au bout. Le héros de Costa est quelqu'un qui se contente de ça. Daban a dû se contenter de ça, contraint et forcé. Le narrateur se dit moi non, je vais aller jusqu'au bout. C'est très Minuit, ça, les velléitaires. Les catalogues Minuit, est quand même plein de velléitaires, d'auteurs qui disparaissent ou d'auteurs qui. Où on le retrouve chez Echnoz, on le trouve chez Gailly, on le trouve chez Auster. Enfin, cette typologie-là de personnages. C'est vrai qu'il y a un moment, on trouve aussi que Costa, Christian Costa, il est tellement Minuit, quoi. Là, il est super Minuit. Et puis Echnoz, c'est l'autre grand homme de Daban. Ouais. Ah oui, d'accord. Ils se connaissent, ils se voient très régulièrement, et l'ombre d'Echnoz plane aussi sur ce livre. J'avais fait mon libraire, j'avais regardé qu'est-ce qui avait été publié chez Minuit en 1989 en littérature. Vous voyez un peu, vous avez une idée ? J'ai quelques références, oui. Parce que c'est quand même une année, c'est l'année de la mort de Beckett. C'est l'Acacia de Claude Simon. Alors, dans les premiers romans, c'est le premier roman de Serena, Isabelle de Daux. C'est le deuxième roman de Chevillard.
Pourquoi? Non, avec mon collègue, on a Il y a un fan de Chevillard. Non, justement. Ah non, pas du tout. D'accord. C'est moi le fan. Il y a Christian Auster. Ouais. Il y a encore Prigent. Ouais. Il y a Savitskaya. Voilà, c'est quand même des années aussi, la fin des années 80. Ouais, alors, elle est où cette fascination? Il y a une fascination chez vous pour l'esprit minuit. Est-ce qu'il y a une contamination dans votre façon d'écrire par minuit ou pas du tout? Je pense pas qu'il y ait de contamination. Enfin, je comprends votre question. En gros, je pense que bon, après moi je suis né dans les bouquins. Mon père était journaliste, il était prof en classe prépa. Je sais d'où je viens et je crois qu'à 7 ans il m'a donné Céline, Le voyage au bout de la nuit. Et j'ai dit non, je veux pas lire un roman de fille parce que ça me pas très envie après La Comtesse de Ségur. Enfin, je suis tombé dans cette espèce de truc et il y avait ce rapport au livre qui était très fétichiste aussi. Et dans le fétichisme de la couverture blanche avec le liseré bleu, et ben voilà, moi j'avais 20 ans aussi et j'étais en fac et j'étais comme d'avant et je me suis dit bon bah voilà, la littérature n'attend que moi, ça va pas tarder, je vais percer, c'est sûr, c'est bon, c'est ma voie. Jusqu'à ce que j'atterrisse, parce qu'on atterrit assez rapidement. Mais il y avait ce rapport, oui, il y a ce rapport fétichiste. En fait, il y a des collections comme ça. Christian Bourgois, POL. Voilà, j'ai eu la chance de rencontrer Paulo Tchaikovsky-Laurence aussi sur des manuscrits précédents. Et donc oui, c'est un rapport fétichiste. On a envie, quand on est, je sais pas, quand on était en fac à 20 ans et qu'on se rêvait auteur. On se rêvait auteur chez Minuit, on se rêvait auteur ou chez POL. Enfin, c'était pas un rapport finalement très littéraire, c'était un rapport très fétichiste comme d'avant, parce qu'on avait envie que notre nom soit inscrit avec cette typo-là, sur cette couverture-là, rangée dans cette colonne-là à la librairie. Donc finalement, c'est quelque chose de très enfantin, c'est presque un caprice de se dire c'est là que je veux écrire. Donc on calque, on s'inspire de ça, on calque sa mécanique d'écriture là-dessus. C'est quelque chose qui est tout à fait insincère, complètement construit, qui ne correspond pas forcément avec ce qu'on a vraiment envie de faire. On essaye de faire le travail comme si on rendait la copie aussi. En classe prépa, on savait quelle copie il fallait rendre en fonction des profs qu'on avait. Moi, j'avais des profs qui sortaient de Normal Sup des années 60. C'était, quand on faisait un travail sur Racine, il y avait Barthes qui était forcément pas loin. Il fallait jouer le jeu, c'est-à-dire qu'il y avait une mécanique. On ne rendait pas la copie qu'on avait envie d'écrire, on rendait la copie que le prof attendait. Et le jury d'Agrègue, c'était ça. Quand on était à Ulm, moi, j'avais des gens comme de Beaumarchais, Couty, Sadger. Moi, j'ai fait la construction du sens du Graal dans la Vulgate arthurienne. C'était un truc hyper structuraliste. Et je bossais plus avec des références structuralistes qu'avec des références médiévistes comme Zinc ou Paris, quoi. Donc il y a ça. Alors je vous pose la question différemment, peut-être plus précisément, mais alors on va pas parler de contamination, mais est-ce que dans cette façon qu'il y a dans N'ajoutez rien, de la précision topographique de Paris, dans la précision vestimentaire de tous les personnages, voilà, ce côté. Alors, je ne vais pas utiliser le mot maniaque, mais que le narrateur peut avoir comme ça. Il y a un moment où je me suis dit, oui, ben là, on a ce style minuit qui rejaillit quand même aussi là. Alors, ça fait partie des contraintes. Alors, encore une fois, je m'en suis rendu compte après. Il y a une personne qui m'a posé la question de pourquoi je ne l'avais pas présenté à Minuit. Ouais. Parce que Bouclard est votre éditeur. Voilà. Puis parce que maintenant je suis vieux, puis que j'ai plus de velléité d'avoir forcément mon nom sur une couverture blanche. Si ça se passe, je serais très content, mais c'était pas l'objectif. Donc j'avais juste envie de raconter cette histoire. Mais oui, la question m'a été posée. Après, je pense pas que ce soit une contamination Minuit. Ma contamination perpétuelle à moi, c'est Pérec, c'est-à-dire le souci les déambulations, les chemins, les descriptions, etc. Se dire que le vêtement d'un homme dit beaucoup plus sur lui que tout ce qu'on peut inventer comme psychologie, sur ses tics de langage et surtout sur son allure. Voilà, il y a une évolution aussi du narrateur. À chaque rencontre avec Daban, il y a 3-4 rencontres qui rythment le texte. Il s'habille d'une manière différente, oui. Et ces manières de s'habiller différentes traduisent aussi le rapport qu'il a avec Daban, une forme de décontraction, de rejet, voire de provocation à la fin qu'il assume vis-à-vis de lui. Donc tout ça, évidemment, est parlant. Mais
mais je vois moins la contamination du côté de Minuit que d'une influence qui m'accompagne depuis que je suis ado avec Pérec, quoi. Effectivement, le mot contamination était pas le bon, mais j'aurais mieux fait de dire influence. Ouais, c'est ça, c'est une influence à laquelle je songe plus du tout parce qu'il n'y a pas il y a aucune notion d'artificiel, mais je me rends compte que voilà, ce sont des mécanismes d'écriture et des sujets aussi et des manières d'aborder les sujets qui sont liés en particulier à Pérec, à d'autres aussi, mais en particulier à Pérec. Parce qu'encore une fois, dans ma grande naïveté, je me suis laissé beaucoup plus embarquer, donc j'ai beaucoup plus cru dans le personnage. Lequel ? Le narrateur. Ah oui. Oui. Ouais, c'est fait pour ça. Voilà. C'était fait pour ça. Est-ce qu'il y aurait une question dans le public ? Non, pas... Continue. Après, on peut vous dire que ce livre, en fait, donc L'été 2 fois de Christian Costa a disparu pendant 30 ans et qu'à l'occasion de N'ajouter rien, le livre vient d'être réédité. Donc l'histoire se poursuit, c'est-à-dire, en gros, il y a eu... Là, pour Daban, c'est sans que ça ait été calculé, sans que ça ait été évidemment mis en scène ou prévu. Pendant 30 ans, il y a eu des propositions de réédition. Daban, Costa a toujours refusé. Et puis là, les services presse sont sortis en juin. Le nouveau patron de Minuit a lu N'ajouter rien. Et il a décidé de rééditer L'été 2 fois. Donc c'est encore, voilà, il y a une suite. N'ajoutez rien, en gros, oui, il y a plein de choses qui continuent de s'ajouter parce que ce livre introuvable devient trouvable. Et ce qui fait que ce texte devient un texte qui est lié à une pure fiction dans le temps, parce qu'aujourd'hui, il suffit d'aller aux éditions de Minuit ou sur la FNAC et vous trouverez le texte L'été 2 fois. Donc ce texte qui s'inscrit... Hein ? Ou Ombre Blanche. Oui, ou Ombre Blanche, oui, bien sûr. Qu'est-ce que j'ai dit ? On va à la FNAC, on va pas aller si loin quand même. J'aime bien la FNAC. Moi. C'est de l'autre côté de la place Capitole. Je dis la FNAC parce qu'en fait, il y a plein de gens qui m'envoyaient des screens qui allaient sur le site internet de la FNAC et qui me disaient ça y est pas. Et puis quand c'était pas... Alors là, pour le coup, ils pouvaient pas l'avoir. Et puis après, ils m'envoyaient des trucs du Bon Coin ou d'autres sites où on voyait que L'été 2 fois était vendu à 300, 400, 500 euros. À l'époque où il n'était pas disponible, parce qu'en fait c'était le livre introuvable, donc on y avait peu de temps avant, au mois de juin. Hein ? Minuit avait les plaques. Hein. Ils n'avaient plus les livres, mais ils avaient les plaques. Donc en fait après il n'y a plus qu'à appuyer sur le bouton et puis ça ressort. Il y a quelque chose qui a été ajouté aussi dans la nouvelle édition, c'est la dédicace, puisque le livre est dédicacé. Christian Costa l'a dédicacé à Guillaume Daban. Donc pour Daban, ça y est. Ça y est. Il est inscrit. Il est panthéonisé. Il est dans l'œuvre de Costa. Chez Minuit. Chez Minuit. Ouais, c'est quand même... Il a son nom chez Minuit dans l'œuvre de Costa. Il peut pas. Ça y est. Il est au maximum. Il pourra pas aller plus loin. Là, il y a une réaction. C'est une réaction assez infantile. Hein. Et quand il l'a su, il m'a envoyé des photos. Et il était ravi, tout excité comme un gamin à qui, c'était vraiment Noël. Mais voilà, ce texte n'existe. Voilà. En fait, il est inscrit dans le présent, mais il est en train de raconter une histoire du passé sur les 30 dernières années. Ça reste un objet fétiche parce qu'il y a ceux qui ont la première édition, ceux qui ont la deuxième édition, et ceux qui ont la première édition, ils y sont attachés parce qu'il y a des coquilles, parce qu'il y a eu quelques corrections entre la première et la deuxième, donc il reste les dépositaires. Mais il faut imaginer qu'à Paris, mais c'était incroyable le réseau, c'était une véritable cabale. Mais il y avait, je ne vais pas te donner de nom, mais il y a plein de personnalités qui le gardaient, qui en étaient dépositaires. Et puis... Alors oui, il y a eu Bertrand Belin qui en a parlé à la radio. Sur France Culture, il est sur le Book Club. Ouais, c'est ça, en disant qu'il s'était fait refiler le livre par Daban lui-même. Ouais. Ah ouais, c'est ça. Et après, tout ça, ça a joué. Alors, ceux qui connaissent, voilà, Alexandre Fillon, Biton, et après, il y a quelques journalistes et François-Guillaume Laurin aussi. Et en fait, tout ça, c'est des gens qui font partie de la sphère de Daban. Il y a des top modèles aussi, des égéries d'Helmut Newton qui sont dépositaires de ce livre. Il y a toute une faune parisienne et au-delà de Paris qui sont dépositaires de ce texte. Mais je comprends ce que vous voulez dire, mais je pense que ça n'empiétera pas. C'est-à-dire que
Là, il y a eu dans Décapage, il y a eu Voilà, il y a eu un truc dans 12 pages qui sont sorties sur une reprise un peu des 11 questions que je n'avais pas posées à Guillaume Daban, à question Costa, Guillaume Daban. On continuera d'entretenir le mythe quoi qu'il arrive. Après, est-ce qu'il aura une durée de vie? Après, est-ce qu'effectivement, le fait de ressortir ce livre, le tirage n'est pas colossal, je crois. Parce que ça reste un épiphénomène de librairie. C'est pas non plus 500 exemplaires. Ouais, c'est ça. C'est pas un événement. Mais je suis d'accord avec vous. Après, moi, je suis très partagé. Je suis partagé sur Daban, je suis partagé sur Costa aussi. La première fois que je l'ai lu, ça n'a pas été un choc non plus. Ça n'a pas été une révélation. C'est pour ça que ce texte est moins un texte sur Costa qu'un texte sur Daban. Moi, ce qui m'a intéressé, c'est juste de décrire l'histoire d'un homme qui a consacré 30 ans de sa vie à un auteur, et plus qu'à un auteur, à un livre, et de voir comment il avait vécu avec ça, et d'essayer de transcrire au plus précis possible sa personnalité, parce qu'il peut passer pour un doudingue aussi dans ses expositions. Là, il vient de rééditer le même système des maîtres Costa enfermés dans des cubes de plexiglas avec Houellebecq. Il a fait le maître Houellebecq toujours chez le même libraire du Faubourg Saint-Honoré. Voilà, il y a une mécanique chez lui d'existence qui passe par le fait que je ne peux pas écrire, et néanmoins j'ai un rapport au livre que j'essaye de combler par ce type d'action, de réaction. Et c'était fondamental que Costa n'ait écrit qu'un seul livre, oui. et pas une œuvre qui se suive. Exactement. Il ne fallait pas qu'il y en ait deux. Mais il est possible qu'il y en ait deux. Ouais. Non, il est possible. On commence à entendre dire que Costa aurait des brouillons et qu'il pourrait en sortir un deuxième, etc. Mais alors, quand même, je pense à ce... On a un précédent fictionnel quand même dans d'écrivains disparus, d'écrivains fantômes. C'est Archimboldi chez Bolagno dans 2666, quoi. Mais c'est un super classique de la littérature. Ouais. En fait, moi, ce qui m'intéressait dans Daban, c'était que c'était à la fois lui qui avait organisé les disparitions, je le dis, le narrateur le dit dans le texte, c'est que c'est lui qui organise la disparition et c'est lui qui distille la réapparition. C'est-à-dire qu'il est au début et à la fin de la chaîne. Et c'est lui, là, encore une fois, dans l'actualité, qui fait tout son possible pour que le livre soit lu, relu, remis sur le devant de la scène. Donc dans ce sens-là, il est un manipulateur complet, total, et il garde un droit de préemption total sur l'œuvre. Mais après, voilà, j'attends beaucoup de la rencontre avec Costa. Je ne l'ai jamais rencontré, ce monsieur. Il a lu n'ajoutait rien. A priori, ça va. C'est une rencontre publique ou une rencontre... Oui, une rencontre publique, oui. Il y a deux, normalement, il y en a peut-être même deux. Il y a deux rencontres publiques. Il y a une rencontre à la Maison de la Poésie avec Alexandre Fillon qui va animer une rencontre avec Costa et avec moi. Et il est possible qu'il soit présent aussi à l'Écume des Pages à Paris pour une deuxième rencontre. Je ne sais pas du tout ce que ça va donner. Mais alors, parce que comment il vous considère, vous, ce petit milieu-là, comment il vous regarde? Comme un trublion, même, finalement? Même pas? Ou... Parce que vous n'êtes pas dans le... Je suis pas dans le sérail. Je suis pas dans le sérail, mais j'arrive. Mais en fait, je les ai côtoyés. Encore une fois, je suis pas dans le sérail, mais je les ai côtoyés longtemps. Je les ai côtoyés à Paris. Je sais comment ils marchent. Je sais comment ils parlent. Je sais comment ça fonctionne. Mais c'est vrai que je suis pas du tout dans le sérail. Alors, je ne sais pas comment ils ont considéré le livre, il faudrait leur poser. Mais d'abord, il ne faudrait pas non plus le présenter que comme un être, j'allais dire pervers, mais c'est ça, où il s'est simplement servi de moi pour faire un ouvrage qui lui permettait de briller. Je ne pense pas qu'on en soit là, parce qu'en fait, l'ouvrage n'aurait pas été pareil et je l'aurais certainement ressenti, et je n'aurais pas écrit de la même manière, et peut-être même que j'aurais laissé tomber le projet. Il a été vraiment... plus on avançait et plus les paravents disparaissaient et puis il était sincère, et c'est ce qui permet aussi au narrateur c'est ce qui me permet aussi de sauver le narrateur. Le narrateur n'est pas si appréciable que ça, il n'est pas non plus si la rencontre avec Daban se fait avec le narrateur, c'est parce que le narrateur il est aussi c'est quelqu'un qui est aussi manipulateur dans sa façon d'aborder Daban. Donc ce sont deux manipulateurs, semble-t-il, qui se rencontrent, et au fur et à mesure que Daban se dévoile, le narrateur aussi se dévoile pour arriver vers une solution que je ne dévoile pas, mais la fin du livre n'a rien à voir avec la littérature. J'en ai trop dit. Non, la fin, on pourrait gloser, mais on le fera après, parce que si vous n'avez pas lu le livre, ce serait dommage que...
Alors, ce Daban, il est secrétaire particulier d'un des... Alors, il est décédé de la veuve d'un des plus grands collectionneurs d'art, enfin, le plus grand collectionneur d'art. Ah non, 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 non. Alors, voilà. Et vous avez le mauvais réflexe. Non, non, il n'a pas trouvé le filon. Non, 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 ça s'est passé beaucoup plus simplement. En fait, c'est une suite de hasard. Il était secrétaire particulier à un moment. Enfin, il est secrétaire particulier, c'est son métier. Mais ça s'est pas passé comme ça. En fait, c'est une suite d'opportunités qui a fait qu'il s'est retrouvé dans cette situation-là. Donc il vit ce métier. Après, il a une existence, je ne vais pas dévoiler des choses qui ne sont pas dans le livre, mais une existence finalement assez simple. Sa femme est prof, enfin, il n'y a pas non plus, c'est pas Machiavel, on n'est pas dans les illusions perdues de Balzac non plus. Quoique, il y a pas mal de choses dans les illusions perdues de Balzac dans ce texte aussi. Non, 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 c'est... ouais, il y a des références aux illusions perdues. Non, mais justement, c'est pas un livre à clé. C'est comme dans les romans de Perec, vous pouvez passer à côté des clés et lire le texte pour ce qu'il est. Et si vous repérez des clés, ben, vous en trouverez peut-être une autre, mais ça vous empêche pas de le lire. C'est pas un texte à énigme parce que tout est dit. Oui. En revanche, au-delà de tout ce qui est dit, il y a tout ce qui n'est pas dit. Et pour accéder à tout ce qui n'est pas dit, il y a des indices qui sont présents. Mais moi, de plus en plus, je pense que c'est un labyrinthe, en fait. Mais bon. Bah, il y a aussi les déambulations dans le quartier, il y a tout ça. Mais il y a, oui, c'est... Oui, mais ça, c'est Modiano. Il est toute cette figuration au travers des cinéastes de la nouvelle vague, ce Paris en noir et blanc. Y compris les années 60, tout ça c'est extrêmement bien mis en scène dans le... C'est quelqu'un qui vit dans le passé, oui. D'abord il vit avec ses références, il vit avec tous les films qu'il a vus. C'est marrant que vous disiez ça parce que en vrai, un jour on avait rendez-vous au Prince Racine avec Daban et en fait il était en retard parce qu'il était en train de parler avec Modiano. Donc en fait il était présent aussi, moi je l'ai croisé, enfin on le croise régulièrement dans le coin. Et donc voilà, et c'est des personnages, il y a des fantômes, il y a plein de fantômes qui tournent autour de ce texte. Qui ne sont pas que des fantômes, parce que ça a été aussi des objets d'adoration pour Daban, qui a couru derrière Modiano, qui a couru derrière Echenoz, qui a couru derrière ces auteurs qui croisaient dans le quartier latin, et à qui il voyait une adoration sincère et non pas simplement intéressée. Oui, c'est pour ça qu'il y a cet aspect aussi très bibliophilique. Il fallait que que Guillaume Daban et que le narrateur soit très dans la bibliophilie. Il y a un moment une référence à une lettre de Cocteau que Guillaume Daban va vendre. Donc il possédait une lettre de Cocteau. Voilà, ça c'est il possède beaucoup de documents, beaucoup de vieux papiers, beaucoup d'envois. On est encore dans le fétichisme là. Voilà, il a une collection qui est inestimable de lettres, de papiers. Il vendait à cette occasion-là, il vendait une lettre de Cocteau, une ordonnance de Petiot aussi. Enfin, ah oui, ça aussi c'est. Il y avait plein de choses. Mais ce passage-là, il aurait pu être anodin, parce qu'on aurait pu un peu flatter le personnage en se disant qu'il avait une collection inestimable. Mais en fait, ce qui était intéressant, c'était de se dire qu'à ce moment de sa vie, il était en train de tout liquider. Il était en train de vendre ça. Et je me suis dit qu'il y avait quelque chose d'intéressant là-dessus aussi. Il arrivait à un moment de sa vie où tout ce qu'il avait accumulé, tout ce qui constituait un peu son trésor de guerre ou sa vitrine de collectionneur, c'est des choses à laquelle il attribuait moins d'importance finalement, pour en revenir à des choses beaucoup plus simples. Donc c'est ce qui rend le personnage plus complexe, plus attachant, plus humain, et qui justifie qu'à la fin, la relation avec le narrateur soit une relation d'amitié sincère, où il n'est plus du tout question de Costa. Oui, je parle plus du tout de Costa. Moi ça va, moi je l'aime pas plus que lui, j'ai la bonne distance. Alors, si on essaie de faire quand même le lien avec Pirate, parce que moi je peux pas m'empêcher de pas le faire, parce qu'on lit Pirate, on voit un personnage comme ça extrêmement flamboyant. La Daban qui est quand même aussi un personnage invraisemblable. Alors c'est ça qui vous attire dans le.
C'est quoi le mécanisme qui fait que vous allez aller vers En fait, j'ai écrit les deux premiers romans que j'ai écrits, c'était des romans qui étaient purement fictionnels que j'ai écrits chez Finitude. Voilà. Et quand j'ai croisé à ce moment-là, j'étais à Nantes, donc j'ai croisé l'équipe de Bouclard et il y a eu cette collection Tout est vrai ou presque, qui est donc, on appelle ça le gonzo, la narrative non-fiction, où le journaliste, le narrateur se met en scène dans son investigation et dans son rapport avec le personnage qu'il décrit. Donc encore une fois, moi c'est mon travail, ça a été mon travail longtemps, ça l'est un peu moins aujourd'hui, mais ça a été très longtemps de journaliste, donc d'investigation. Et en fait, ce qui m'intéressait, c'est de vivre une histoire, d'abord, avant de la raconter, de vivre une histoire. Et avec Pirate, donc ce personnage qui est un pirate authentique, hein, qui a vraiment piraté, qui a vraiment braqué des bateaux dans le golfe d'Aden, etc. C'est un personnage que j'ai rencontré, parce que je suis marin beaucoup, enfin j'ai beaucoup navigué, je continue de naviguer, que j'ai rencontré voilà, au gré d'une escale, et voilà, je me suis laissé embarquer, et j'ai obtenu ses confessions. Et j'ai passé 2 ans avec lui. J'ai passé 2 ans avec lui, mais j'ai pas passé 2 ans avec lui à l'interviewer, j'ai passé 2 ans à vivre avec lui. Mais vraiment vivre avec lui. Et j'ai vécu avec un pirate. Et pour moi, je l'avais dit quand on m'avait posé la question, moi j'avais depuis tout petit, j'avais envie d'écrire j'étais baigné par Conrad, par Melville, etc. Mais je me sentais pas du tout les épaules pour écrire un roman comme ça, parce que j'avais l'impression que les navigations que j'avais faites étaient des navigations qui étaient finalement assez basiques. Voilà, j'ai navigué dans l'Atlantique, dans le Pacifique, mais j'ai rien fait d'extraordinaire. C'est assez simple finalement. C'est pas. Et je me disais, j'ai vraiment un jour envie d'écrire un roman d'aventure. Et quand j'ai rencontré Pirate, je me suis dit qu'en tant qu'auteur, j'avais rencontré le personnage de fiction idéal pour rentrer dans cette histoire. Et je me suis servi, j'ai utilisé cette histoire pour mettre en fait un mécanisme à peu près identique, c'est-à-dire un rapport entre un narrateur et un personnage de fiction idéal, et raconter ce rapport, cette vie de pirate. Et finalement, là pour le coup... dans une relation un peu à la Daban, m'accaparer ce personnage, en devenir le dépositaire. Mais j'ai pas voulu me limiter à ça, c'est-à-dire qu'avec lui, j'ai vraiment vécu la piraterie. C'est-à-dire que j'ai... Alors, pas que dans la mer Rouge, mais j'ai fait des choses qui sont condamnées par la loi. Avec lui, je l'ai suivi dans ses aventures. Non. Faites attention à ce que va vous... J'ai pas vendu d'esclaves. Mais dans Pirate, il y a autant de choses trappes que dans N'ajoutez rien. Ouais. Oh. Mais en fait, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. En fait, dans Pirate, j'ai eu quelques questions de marins qui me disaient, mais est-ce que tu n'as pas un peu forcé le trait? Et en fait, à chaque fois, je leur répondais que j'ai gommé 95% du personnage. Parce qu'en fait, le pirate est encore vivant, hein. Donc, il ne fallait pas que la gendarmerie débarque pour l'attraper, parce qu'en fait, on pouvait l'identifier. Il disparaît sous un pseudonyme. Il y a quand même quelques références géographiques. Et pour ceux qui s'en souviennent, ça a été une figure du port de Brest pendant de nombreuses années. Il a un parcours aussi sur plateforme pétrolière qui fait que c'est un personnage qui reste dans les mémoires. Il a des gens qui, entre Douarnenez, Concarneau, Brest, etc. C'est une figure encore, pour ceux qui le connaissent. Et donc, il fallait pas. Si je racontais tout, la gendarmerie débarquait, et il fallait surtout pas qu'il débarque, hein. Donc, je suis sur l'écume du personnage. Bon. Toujours pas de. Si. Et pour en revenir, merci. Pour en revenir à N'ajoutez rien. Il y a un côté, moi, qui m'a frappé, on en a parlé avec Nikos, il y a vraiment un côté, je ne sais pas si c'est fait exprès ou pas, de roman générationnel. Vous parlez d'archétype germano-patin, mais c'est non seulement germano-patin, mais d'une génération bien précise. Là, tout à l'heure, il y avait un des extraits que vous avez lu, il y avait cet oxymore, là, la lumière noire, le goût pour ce cinéma-là, qui est un goût qui est daté, lui aussi. Alors, d'un côté, il y a ce côté un peu roman générationnel. Je ne sais pas où vous êtes, vous, exactement, par rapport à cette génération. Mais c'est ma génération. J'ai 53, je vais avoir 54. C'est ma génération. J'ai le même âge quasiment que Dabon, hein, moi. Et quand on parle de roman générationnel, en général, on parle d'une génération, on essaie de l'accueillir quand elle est jeune. Enfin, et il me semble que dans Pirate, il y a aussi une composante... N'ajoutez rien, il y a aussi une composante qui est vachement importante. C'est une espèce de roman de formation sur le tard. Parce que même si on ne dévoile pas la fin, finalement, le narrateur, qui n'est pas si sympa que ça, etc., de toutes ces problématiques, de l'amour sacré quasiment pour la littérature, de cette dévotion à écrire ou pas, etc., etc.,
J'ai l'impression que c'est lui qui s'en sort le mieux avec le plus d'élégance. Ah, d'abord. Non, pas d'abord. Il me semble que c'est le narrateur qui est... Je sais pas, c'est Daban qui ouvre la voie dans sa relation avec sa compagne. Je pense que le narrateur arrive à s'ouvrir à ça parce qu'il se rend compte que au-delà du personnage idolâtre et du fétichiste, le personnage de Daban est quelqu'un de beaucoup plus simple et qui a réussi, surtout dès le départ, il n'a peut-être pas réussi à écrire un livre, mais il a réussi à tomber amoureux et à entretenir une relation amoureuse jusqu'au bout. Il a peut-être tout foiré, mais ça, il n'a pas raté. Tandis que le narrateur, lui, dans son inaptitude chronique à tout, y compris à ça, à être un idolâtre, il est aussi passé à côté de ça. Et c'est une forme de révélation, c'est-à-dire qu'en gros, le narrateur n'a pas une révélation littéraire, il a une révélation amoureuse ou humaine. Ouais, c'est pour ça que j'ai parlé de roman de formation. Complètement sur le tard. Mais quand je dis que c'est celui qui s'en sort avec le plus d'élégance, c'est que... Mais en fait, oui, vous avez évidemment raison. C'est le Daban qui lui donne l'exemple et qui finalement lui arrive à contempler avec un peu d'apaisement le fait que il n'a pas écrit, il n'écrira pas, qu'il a un peu foiré ses amours, mais qu'après tout, tout n'est pas foutu, etc. C'est lui qui est l'objet du roman de formation. Oui, complètement, oui. Après, voilà, ces images noires, il y a des figures noires. Il y avait un film qu'on a évoqué. Alors j'ai oublié. C'était une adaptation du texte de Kierkegaard sur comment s'appelle-t-il ce texte, sur le rapport amoureux, un film avec Melville Poupeau, et c'était le roman d'un séducteur. Et voilà. Et en fait, ce film est sorti dans les années 80, fin des années 80, début des années 90. Melville Poupeau, Chiara Mastroianni, classe prépa. On est en Cagne, on doit être à Louis-le-Grand ou à H4, etc. Et puis il y a ce personnage flamboyant, extraordinaire, merveilleux, avec cette femme un peu idolâtre dans des relations un peu sadiennes aussi, etc. Voilà, c'était ça. En gros, il y avait aussi ça. Et la Catherine Leger de Christian Vincent dans La Discrète, c'est ça aussi. Hein, c'est de la manipulation amoureuse avec la révélation. Tout vient de là. C'est pour ça que Catherine Leger, je la mets tout de suite dans le bouquin, parce que c'est quand même l'histoire d'un type qui elle est libraire, non hein? Elle n'est pas libraire. Catherine Leger ? Ouais, dans le film. Non, elle travaille. Non, Catherine. C'est Lucchini qui est libraire. Alors, Non. Alors, en fait, cherchez pas plus loin. N'ajoutez rien, c'est La Discrète. Parce que, en fait, Lucchini, il bosse au Sénat, et il fait un travail de plume. Voilà. Enfin, il répond à du courrier donc, voilà, le type qui a des velléités d'écriture, qui a des capacités, mais qui écrit jamais rien parce qu'il n'a pas courage de le faire. Garel, qui est le manipulateur, qui se dit qu'il va utiliser Lucchini pour se venger des femmes et de sa solitude, et Catherine Leger, qui est prof d'anglais dans une boîte privée, et qui donc est recrutée par petite annonce pour retaper un manuscrit. Mais en gros, c'est ça. Il y a un triangle qui se met en place, et le triangle est toujours là. C'est-à-dire qu'il y a il y a la femme de Daban qui est entre les deux, qui est une forme de révélation de la simplicité, de l'amour, de la réalité, de la vérité, hein, au-delà de toute forme d'adoration, de virtualité, d'artificialité. Et puis il y a ces deux personnages qui se regardent à travers le prisme d'un livre, qui est celui de Christian Costa. Et puis plus on avance, plus Christian Costa disparaît, et les deux personnages se regardent tels qu'ils sont, en dehors de toute artificialité, dans une sincérité vraie. C'est un peu... Voilà, la formule est pléonextique, elle est un peu caduque, mais c'est ça. Et dès lors qu'on se regarde et qu'on se parle, et qu'on a oublié d'où on vient, alors qu'on avait les mêmes références, on parle de qui ? Voilà, on parle de nos amours, on parle de celle qu'il a rencontrée dans les années 90 et qui vit toujours avec lui, des enfants qu'il a eus, parce qu'il y a une référence aussi infime à ça, voilà, son gamin qui lui envoie un message en lui disant qu'il a planté son épreuve de maths, vraiment des choses très très simples. Et le narrateur qui aperçoit Daban dans le métro, il doit être à Mabillon, avant la station Odéon, puis non, je vais pas aller le voir, je vais attendre. Qui met tout en scène, en fait. Il est dans une artificialité permanente. En fait, il a des velléités de roman, mais des velléités qui ne passent pas par l'écriture, mais la façon dont il vit. Il s'invente des solitudes. Il n'est pas obligé, il est là, tout seul, dans son appartement. C'est de l'artificialité pure. Il a tout à fait les moyens de vivre autrement, de rencontrer des femmes, d'avoir des rapports plus simples avec ses collègues. Non.
tout est prétexte à circonvolution, à écriture, à complication. Et je dis, mais Daban, il est comme moi. Et ben non, il n'est pas du tout comme moi, en fait. Daban est beaucoup plus simple que ça, au-delà de son adoration pour le texte. Vous savez que normalement, on ne devrait pas douter du narrateur. On devrait avoir un petit peu confiance. Je passe mon temps à dire aux lecteurs qui viennent à la librairie que quand le narrateur dit jeu, il y a forcément un loup quelque part. Ah, mais pour moi, c'est ça aussi. C'est le plaisir de l'écriture, c'est le plaisir du jeu. Dans tous les romans que j'ai écrits, j'en ai pas écrit 12, j'en ai écrit 4, mais à chaque fois, je me suis retrouvé face à ça, avec les quelques questions que j'ai pu recevoir sur « mais alors, c'est vous ?» Et non, évidemment, c'est pas moi. Heureusement que c'est pas moi. Mais non, c'est le plaisir d'écrire. Moi, en fait, ce qui me pousse à écrire, c'est juste le plaisir de raconter des histoires. Et comme j'ai aucune imagination, et ben, la plupart du temps, je m'appuie sur des éléments de réalité sur lesquels je construis ma fiction. Mais c'est vraiment, c'est même pas par fainéantise, c'est juste parce que j'ai pas ce talent de l'invention et que je fais absolument aucune confiance à mon imagination. En revanche, je croise tellement de personnages absolument incroyables, j'en ai croisé plein dans ma vie de journaliste et j'en continue d'en croiser, que voilà, je trouve un terreau sur lequel je m'amuse, mais c'est d'abord un jeu, je m'amuse à construire quelque chose. Et bien bravo, parce que ça marche. Alors, et je suis loin d'être le seul. Non, Pirate aussi, il y a plein de choses. Ouais, je vais relire Pirate ce week-end. Heureusement que... C'est bon, on en reste là. Fabrice, merci beaucoup. Merci à vous. Merci. Le livre de Fabrice Chillet, N'ajoutez rien, est publié chez Bouclard Éditions. Fabrice Chillet a fait également paraître chez cet éditeur en 2022 Pirate et récemment Un feu éteint et Narcisse était jaloux aux éditions Finitude. La rencontre que vous venez d'écouter a été enregistrée à la librairie Ombre Blanche le 27 octobre 2023, réalisée et mise en onde par Radio Radio en collaboration avec Radio Radio Plus et Radio Terre.